Salut Maros, moi des fiertés. Salut Maros. Salut Maros. Alors écoute, nous sommes dans le bureau de Jean-Luc Romero-Michel. Ouais. Donc première fois pour moi à l'hôtel de ville. Ok. Euh, très 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 très. Arrête de faire la belle. Très 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 impatient de le rencontrer. Ah oui, on a plein de choses à vous dire. Il va nous parler un petit peu de son parcours. On va revenir aussi sur l'association, la DMD. Plein de choses à vous faire découvrir et qui sont super intéressantes. Ouais. Et donc moi j'ai très hâte et on va accueillir très très vite Jean-Luc. Et ça va être ton baptême du feu. Tu vas l'interroger en premier. Ah. À tout à l'heure. À tout de suite. Salut Maros. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est ma première fois, comme je le disais, à l'hôtel de ville. Bienvenue. Et merci beaucoup. Et donc, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Oh là là, question piège. Mais je suis à la fois un militant et un élu, un militant de différentes causes, contre le sida, pour l'égalité, contre les discriminations, et évidemment pour le droit de mourir dans la dignité, et bien sûr pour les droits humains. Et puis de l'autre côté, je suis élu, longtemps élu régional. J'ai été pendant 23 ans conseiller régional d'Île-de-France et actuellement adjoint à la maire de Paris, à Anne Hidalgo, en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Waouh, ça fait beaucoup de casquettes quand même. Beaucoup de casquettes militantes. Oui. Parce que là, je ne cumule pas les mandats. Bon. Et en fait, d'où ça t'est venu de commencer ce militantisme, cette envie de te battre pour les autres? Toujours, enfin, dès que j'étais enfant, c'est une espèce de fibre. Alors d'abord, j'étais dans une famille de militants communistes avec un oncle très communiste, très engagé, qui m'a donné le goût de l'engagement. Alors pas d'être communiste, mais en tout cas le goût, parce qu'à l'époque, les communistes et l'homosexualité, c'était pas terrible, mais le goût de m'engager. Et c'est vrai que j'ai toujours, enfin, au plus haut où je remonte, été engagé dans différentes causes. C'est un peu mon moteur. Comment s'est passée donc justement cette jeunesse en tant qu'homosexuel par rapport à la politique, entre guillemets, au militantisme, etc. Pour moi, c'était extrêmement compliqué parce que faut se remettre, vous êtes très jeune, vous, mais dans le contexte, ouais, je suis né en 1959 dans une famille espagnole, ouvrière, et évidemment pas forcément ouverte et connaissant la question de l'homosexualité. Et en plus, j'ai pas eu de chance puisque dès l'âge de 7 ans, j'ai subi la pédocriminalité. Donc, j'ai eu un début de vie un peu compliqué. Et puis, en politique, à l'époque, et j'ai été passionné très très vite par la politique, l'homosexualité, c'était quelque chose plutôt que tout le monde cachait. Elle était encore pénalisée, hein. Faut savoir qu'elle a été pénalisée jusque 1982, même, bon, c'était pas complètement, mais en tout cas, c'était en partie, enfin, mais en tout cas, la dépénalisation totale, c'est seulement en 82. Je rappelle qu'il y avait des fichiers d'homosexuels jusque 1982, qu'il y avait des descentes de police dans les boîtes de nuit, que j'ai connu d'ailleurs. Moi, je suis arrivé au moment où tout ça se terminait, mais j'ai connu à la fois, j'ai été dans les fichiers homosexuels et j'ai connu les descentes de police dans les boîtes de nuit. Donc tout ça a été très compliqué parce que faire de la politique en étant homosexuel à ce moment-là, c'était compliqué. Et puis j'ai eu une grande chance, c'est que en fait j'ai rencontré un mec qui travaillé, c'est un grand mot parce que tout ça a été du bénévolat, à la radio Fréquence Gay, qui a été la première radio au monde à émettre 24 heures sur 24. J'étais devenu un militant gaulliste, je connaissais absolument pas l'histoire des luttes LGBT, mais vraiment pas du tout. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais quasiment pas d'amis gays. Et je me retrouve dans ce milieu-là. Alors au début en allant très régulièrement aux émissions, en l'accompagnant, et puis un jour fait que il y avait des infos le soir et que la personne qui devait faire les infos le soir était pas là. Et donc le directeur de l'info appelle Gérard, qui était ce copain avec qui j'étais, en disant Jean-Luc doit être dans les parages. Il dit oui, demande-lui de faire les infos. Et moi à l'époque j'hésitais à devenir journaliste.
Et donc, j'ai fait, et on n'avait pas de moyens. Il faut savoir que cette radio, on lisait les journaux, on écoutait France Inter, etc. Tout ça était fait de briques et de broc, mais ça rendait plutôt bien. Ça a été assez génial. Et je me suis mis à faire les infos ce soir-là. Et comme j'ai une voix qui passe bien à la radio, le lendemain, le directeur de l'info me dit, il faut que tu viennes faire des infos, comme évidemment tout ça était du bénévolat, avec des gens. Le bénévolat, c'est ça, hein, on passe un moment, puis après on s'en va. Donc c'est difficile de tenir des gens, surtout qu'il y avait des infos la nuit, il y avait à 22h, à minuit, plus un grand journal le midi. C'était pas toujours simple de trouver des bénévoles. Et puis moi j'ai trouvé l'idée intéressante et je me suis intégré dans cette radio. J'en suis même devenu directeur des relations extérieures et j'avais mon émission les jeudis midi, Fréquence Midi, où j'ai reçu de Delanoë, Aline Renaud, à plein de gens. Enfin, c'était une expérience incroyable et surtout où je me suis fait enfin cette culture LGBT que je n'avais pas. Je savais même pas ce qu'était Stonewall, je ne savais même pas qui était Harvey Milk, et j'ai tout appris dans cette radio. Donc ça a été un moment fondateur pour moi. Du coup, comment s'est passé ton coming out politique entre Moi, en guillemets? fait, j'ai été dans cette radio et puis après, j'ai repris une vie dans cette radio dans laquelle je parlais avec mon nom, mais j'étais pas connu. Enfin, puis à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. On était pourtant, hein, j'ai été pas dans des dans des magazines en photo représentant la radio et tout. Mais en fait, en même temps, j'avais jamais officiellement fait de coming out. Dans le milieu, les gens me connaissaient. Dès que j'ai été à Paris, j'allais à toutes les prides, j'étais là, mais sans vraiment le dire. Et puis en fait, c'est au moment où j'allais officiellement le dire, où je commençais à être un peu connu, en fait, c'est un journal qui m'a coupé l'herbe sous le pied, qui l'a dit à ma place. En fait, j'ai subi un outing, ce qui était quand même un peu terrible, parce que moi qui étais militant, et en plus, c'était à quelques jours d'une interview, c'était un peu avant le Pax, et c'était à quelques jours d'une interview que je devais faire dans Le Monde, dans lequel on devait parler des questions de société, et au milieu, j'aurais dit, voilà, je Voilà, suis gay, what else, enfin voilà, mais et donc ça s'est fait quand même dans des conditions qui pour moi ont été extrêmement violentes, parce que beaucoup de gens me connaissaient pas, donc on m'a pris pour une espèce de pédé honteux, et puis c'était le moment aussi où on parlait beaucoup d'un élu qui était gay, qui était allé à une manif contre le Pax, et donc les gens ont confondu. Comme on a parlé de moi, ils ont dit c'est ce salaud qui est allé, alors que c'était pas moi du tout. Donc j'ai reçu plein de lettres d'injures, alors que j'avais rien à voir, que moi je m'étais toujours battu sur ces questions-là, que j'avais été extrêmement présent. Mais c'est vrai que je l'avais pas dit. Donc en fait, on m'a un peu volé ma vérité, on l'a dit à ma place, et c'était quand même un peu difficile. Wow. Et, et justement, est-ce que ce outing t'a donné encore plus de fuel, d'énergie pour pouvoir te battre contre les inégalités, ou qu'est-ce que ça a causé en fait, puisque On est dans un contexte où il y avait très très peu d'élus dont on savait qu'ils étaient homosexuels. Bertrand Delanoë venait de faire son coming out, et il y avait peu de politiques qui parlaient de leur homosexualité. Oui, parce que de toute façon j'allais le dire, et j'étais vraiment un militant. Et à ce moment-là, je me suis en même temps dit j'ai pas envie, parce qu'il y avait des rumeurs qui commençaient à circuler que, comme j'étais séropo, qu'on allait parler de ma séropositivité aussi. Et je me suis dit, moi, j'ai pas envie qu'on me vole ça aussi. Et donc, j'ai décidé de dire publiquement ma séropositivité, ce qui n'était pas quelque chose de simple, parce que tout mon entourage me disait, faut pas le faire. J'avais déjà créé l'association Élus locaux contre le sida, qui fête ses 30 ans cette année, que ce soit mon compagnon de l'époque, que ce soit Sheila, qui est la présidente d'honneur. Enfin, tous mes amis autour me disaient, non, ne dis pas ça c'est terrible. Et moi, à ce moment-là, je me disais, j'ai pas envie qu'on le dise à ma place. Puis en même temps, de plus en plus, je me disais, c'est un peu terrible. Je suis sur le terrain, je fais vraiment beaucoup de choses dans la lutte contre le sida. Je passe mon temps à dire que c'est pas une maladie honteuse et tabou, oui. et moi-même, je le dis pas. Et donc, j'en suis venu à cette idée que il fallait que je le dise. Et donc, j'ai sorti un livre qui s'appelait Virus de vie à l'époque, dans lequel j'ai raconté, parce que je voulais pas que ce soit juste une interview trop réductrice et tout, et dans lequel je raconte mon parcours de personne séropositive, à la fois, voilà, pour le dire, pour me libérer aussi, parce que quand vous écrivez tout ça, c'est libérateur. C'est libérateur. Qu'on me dise pas ma place, parce que j'avais quand même cette crainte, et puis pour peut-être donner plus de crédibilité à mon engagement contre le sida. Et il fait que malheureusement en 2025, je suis encore le seul élu
à l'avoir dit. Et comme t'imagines, je suis malheureusement pas le seul élu à vivre avec ce VIH, c'est dire que ça reste quelque chose de difficile. En tout cas, moi, j'ai pas de regrets et ça m'a fait beaucoup de bien de vivre à visage découvert, que ce Mm. soit sur mon homosexualité, même si les conditions dans lesquelles ça a été fait n'étaient pas les bonnes, mais évidemment sur ma séropositivité, qui est aujourd'hui la chose la plus compliquée, parce qu'aujourd'hui, dire qu'on est gay, c'est pas la chose la plus complexe qui soit, même si on voit que dans les milieux artistiques, sportifs, ça reste très très compliqué. Mm. Par contre, la séropositivité, on voit que voilà, les progrès médicaux ont été considérables ces Très. années. On a la même espérance de vie qu'une personne séronégative, mais les progrès sociétaux sont pas à la hauteur. Et beaucoup de gens, et même, je le dis, hein, dans la communauté gay, moi, bon, je suis sur les réseaux sociaux comme beaucoup, je suis plutôt bien suivi et j'ai beaucoup de messages tout le temps et je suis souvent très très attristé de voir des jeunes qui me disent qu'ils sont rejetés par leurs copains quand ils apprennent qu'ils sont séropositifs, alors que nous, moi quand dans les années 80-90, moi j'ai vu mourir pratiquement tous mes amis, mon premier amour, enfin tous les gens que j'aimais sont morts à 20 ans, 25 ans, on était super solidaires, on était ensemble, on se battait ensemble contre ce virus, qu'on soit séronégatif ou séropositif. Et aujourd'hui, c'est plus toujours le cas au sein de la communauté gay, alors que c'est plus que jamais où on devrait se serrer les coudes. Donc on voit bien que il y a un tel boulot à faire encore contre les discriminations. Alors, c'est hyper intéressant que tu puisses parler de ça, puisque moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est le manque de connaissances médicales Ouais. de la communauté LGBTQIA+, et généralement de la communauté gay. Je croise de plus en plus d'hommes gays qui ne savent pas c'est quoi la PrEP, Ouais. ou qui sont totalement contre la PrEP, ou des choses comme ça. Est-ce que tu penses que l'information ne passe pas assez, que les gens ne s'éduquent pas assez, qu'est-ce que c'est un mélange de tout Alors bon, en matière de alors prévention c'est pas partout, parce que je pense que par exemple à Paris, nous avec Paris sans sida, qu'a voulu la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui est présidée par Christophe Barthé, on fait vraiment un travail très très fort pour à la fois faire connaître la PrEP, qui est vraiment essentiel, hein, ce traitement pré-exposition, et puis aussi faire passer le message pour que les discriminations tombent, qu'une personne séropositive sous traitement et sans charge virale ne peut pas infecter. Et malheureusement, comme tu le dis, beaucoup de gays ne le savent pas, même si je pense quand même qu'à Paris, une majorité ont ces informations, mais on voit que on a encore beaucoup, beaucoup de travail et que notamment la discrimination vis-à-vis des personnes séropositives, je pense qu'elle baisserait si de plus en plus de personnes savaient qu'une personne séropo ne peut pas infecter puisqu'elle est sous traitement. Et donc là, on voit qu'on a encore du travail à faire, d'autant qu'on a quand même un espoir, hein. Nous, on se bat pour une France, un Paris sans transmission du VIH en 2030. C'est quelque chose de vraiment de possible. Mais pour ça, il faut qu'il y ait plus d'informations. Malheureusement, la question du VIH, elle est plus vraiment, à part le 1er décembre, pendant le SIDAction, on en parle extrêmement peu. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent avec le VIH, ce qui est le grand paradoxe. C'est-à-dire que les gens qui vivent avec ce virus dont je fais partie, nous, on continue à vivre, et tant mieux. Mais il y a toujours, par exemple en France, 5000 personnes qui tous les ans s'infectent. Alors qu'avec tous les éléments qu'on a, ça devrait baisser considérablement. Là, entre la PrEP et la capote, on a quand même tous les moyens aujourd'hui de faire disparaître le VIH. Je rappelle que la PrEP, qui est donc un médicament qu'on peut prendre, il est remboursé à 100%. Ça ne coûte pas un centime aux personnes. Donc il faut leur dire, surtout en plus en cette époque où le chemsex explose, où de plus en plus de gens vont dans ces soirées où on se protège pas, il faut dire vraiment prendre la PrEP, c'est quand même éviter au moins d'avoir le VIH, quoi. Et ça, c'est possible en France. Et moi, ce que j'ai remarqué aussi par rapport aux personnes les plus réticentes par rapport à la PrEP, c'est plus des personnes qui sont fin de trentaine, début de cinquantaine. Est-ce que tu penses que c'est beaucoup plus difficile de leur faire prendre ce médicament, de leur faire qu'ils puissent avoir confiance, plutôt que... Je pense que c'est vrai que c'est aussi une génération qui est un peu fatiguée de tous les messages
qu'on a pu faire sur le VIH. Hein. Les plus jeunes, n'ont pas vécu ce que ceux qui ont 50, 40, etc. ont vécu pendant toutes ces années où on leur a rabâché le VIH, où on leur a fait peur. La stigmatisation. Et donc certains ont une espèce de rejet de tout ça aujourd'hui, ce qui est un grand tort parce que aujourd'hui on a de l'espoir. On a à la fois les traitements qui, certes, aujourd'hui on ne guérit pas du VIH, mais on vit avec. Donc c'est quand même fantastique de penser à ça. Et puis de l'autre côté, on a aujourd'hui des moyens d'éviter le VIH et qui sont sûrs. La PrEP est un moyen extraordinaire et la capote existe aussi toujours, même si elle est de moins en moins utilisée. Enfin, donc on a vraiment tous les moyens aujourd'hui de l'éviter. Et ces moyens, en plus, il y aurait l'obstacle de l'argent, ce qui existe dans d'autres pays malheureusement. Exactement. En France, ce n'est pas le cas. En France, on peut trouver des capotes gratuites et on peut bien sûr avoir la PrEP gratuitement. Donc moi, je dis à tout le monde, allez-y. Franchement, moi, je vis avec le VIH depuis 38 ans. C'est quand même mieux de vivre sans parce qu'on a quand même, c'est pas non plus miraculeux de vivre avec le VIH, faut le dire. Même si aujourd'hui, il faut aussi donner de l'espoir à ceux qui l'apprennent parce qu'il faut pas les désespérer, leur dire qu'ils pourront avoir une vie amoureuse, une vie sexuelle, qu'ils pourront avoir des enfants, etc. Ce qui était totalement inenvisageable en 87 quand j'apprenais ma propre séropositivité. Où pour moi, c'était un arrêt de mort assuré. Je n'aurais jamais connu mes 30 ans normalement. Enfin, je le pensais comme ça et je voyais mes amis qui eux mouraient. Donc aujourd'hui, c'est plus la même chose, mais en même temps, il faut dire que c'est pas prendre un petit cachet bénin non plus. Hein. C'est quand même des médicaments qui sont forts, etc., oui. C'est sur la durée, etc. Donc il vaut mieux l'éviter. On a tous ces éléments-là. Donc il faut donner de l'espoir aux personnes séropositives. Et puis il faut dire à celles qui ne le sont pas, bah faites tout pour pas l'être. Franchement, c'est quand même mieux comme ça. Ben oui, puisque je pense que si à ton époque il y avait la PrEP, je pense que tout le monde aurait couru dessus et qu'on l'aurait prise. Donc c'est dommage, en tout cas enfin moi en tout cas c'est mon avis, je trouve ça dommage que des personnes soient aussi réticentes, surtout que le sexe sans risque à 100% n'existe pas réellement. Je connais très peu de personnes qui font des fellations avec un préservatif et c'est un peu être hypocrite. Mon avis sur la question, ça peut être hypocrite de dire ah non je mets toujours la capote, ben non tu mets pas toujours la capote, non plus aujourd'hui, on peut le regretter, en tout cas c'est comme ça et puis il faut arrêter de donner des leçons de morale aux gens. C'est ainsi, il y a aujourd'hui la PrEP, que chacun choisisse ce qui est le mieux pour soi-même, prendre la PrEP, prendre le préservatif ou les deux en même temps. Chacun gère comme il peut et comme il veut, mais en tout cas ces moyens existent, il faut que les gens le sachent et puis qu'il n'ait plus peur des personnes séropositives. On peut construire sa vie avec une personne séropositive. Totalement. Et ça c'est extrêmement difficile parce qu'on voit bien et pour parler avec beaucoup de personnes séropos, elles ont vraiment du mal à se construire une vie amoureuse. Beaucoup sont rejetées quand même, et c'est pas normal que dans notre communauté, notamment, on puisse rejeter quelqu'un parce qu'il est séropositif. Non, les histoires d'amour, elles peuvent être aussi belles entre une personne séronègue et une personne séropo, et on peut construire de belles choses ensemble sans que le sénéronègue prenne des risques. Totalement. En tout cas, merci beaucoup. Je vais laisser la place à Mike pour la suite de l'interview. C'est pas mal, Maros, hein. Ouais, pas mal. Bonne journaliste ou Elle a tout pour elle. Je pense que on va pas elle parler est ce que Anne Hidalgo est pour toi. C'est une vraie déclaration d'amour que tu lui fais. Ah, bah oui, parce que je connais ton affection pour elle et je l'ai vu lorsque tu m'as très gentiment invité pour le bal de l'amour. Ouais. Et en fait, oui, je vois ton affection pour elle, ce bal de l'amour, donc qui est un peu ton bébé. Qui est mon bébé complètement, que j'ai créé. Ouais. C'est la 3e édition. Personne n'y croyait au début, en disant, les balles, ça intéresse personne, personne ne viendra. Chaque fois qu'on en fait 12 000, 8 000 pour l'Eurovision. Mais 12 000, on est passé de 4 000 à 8 000 à 12 000 avec des moyens qui sont quand même pas énormes, il faut le dire. Et puis cette année, lieu prestigieux, place de la Bastille, boule géante, la colonne de la Bastille aux couleurs arc-en-ciel, c'était jamais arrivé. C'était magnifique, je vous fais un petit... C'était très, 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 très beau. Enfin, moi, j'ai eu en plus la chance de monter tout en haut et donc de voir
le public en bas s'amusait, c'était très impressionnant. En plus, des gens ont même pas pu rentrer d'ailleurs, parce qu'il y avait quand même une Oui. limite. Et donc, on a 12 000 personnes qui ont pu rentrer, mais il y en a certainement beaucoup plus qui auraient voulu venir. Ça veut dire que l'année prochaine, si ça continue, il faut encore augmenter la capacité, parce que, ouais, ça répond à quelque chose. C'est-à-dire que on est dans un moment où les choses sont extrêmement compliquées dans le monde. Ça. Et merci Donald Trump, extrêmement compliqué aussi en Europe, et je pense notamment à Budapest, où je vais À d'ailleurs aller à la Pride Tu y de, vas, c'est ouais, vrai. ouais, je vais à la Pride de Budapest le 28, je vais à la conférence avant, je pense qu'il fallait être avec eux, Ouais. même si je serais très triste de pas être à celle de Paris, en plus avec toutes les polémiques qu'il y a eu, c'est totalement stupide, je trouve que c'est important d'être aussi à côté de Paris, mais je pense que c'est plus important qu'on soit un certain nombre d'élus de grandes villes, Oui. de parlementaires, à aller soutenir nos amis, puis on verra comment ça se passe, puisqu'elle est toujours interdite. Mais en tout cas, nous, on va essayer de la faire à côté de nos amis de Budapest. Et donc, faire un événement, parce que ce jour, le bal de l'amour n'était qu'un des événements de ces 2 journées autour de la journée contre l'homophobie et la transphobie. On avait les prix internationaux de Oui. Paris, dont d'ailleurs le principal prix, le prix international, est revenu à la porte-parole de la Pride de Budapest. Et c'est terrible de se dire que ce prix revient à quelqu'un qui est en Europe. En Europe, on doit défendre normalement la diversité, l'égalité, le droit de Il y a fort un manifester. recul, Et malheureusement. puis la création du premier monument en hommage à celles Ouais. et ceux qui ont été évidemment dans les camps, qui ont été déportés, mais aussi de toutes celles et tous ceux qui dans le monde ont subi des LGBT-phobies et qui continuent à les subir, parce qu'il faut pas oublier que si nous, on est dans un pays où on a l'égalité, où on est protégé, il y a 70 pays qui continuent toujours à pénaliser l'homosexualité. Et dans l'idéal pour toi, puisque tu vas avoir un Ouais. successeur ou une femme qui va te succéder, euh, prochaine étape pour ce bal de l'amour, dans l'idéal, ça serait quoi? Pour que Bah moi, l'héritage perdure. j'espère que à la fois le bal de l'amour et le prix international, parce que pour moi les deux vont de pair, ils doivent Oui. être faits le même jour, bah, se poursuivent. Le prix il y a 8 ans. Tout ça, c'est issu d'un rapport que j'avais fait à Hidalgo il y a une dizaine d'années, pour faire de Paris la ville la plus friendly qui soit. Et d'ailleurs, le prix international de Paris est le seul au monde. Le bal de l'amour a été celui qu'on a créé d'ailleurs, mais je crois qu'ils en font un maintenant à Lyon, et qu'il y a des villes qui sont en train de copier ça. Moi, j'espère que ça va se pérenniser, quels que soient les élus qui seront là demain, parce que c'est important que Paris, c'est une ville refuge. Paris, c'est la ville des droits humains, et qu'elle lance un message au monde, surtout au moment où il y a certains hommes politiques comme Donald Trump qui stigmatisent les personnes LGBT et particulièrement les personnes trans. Eh bien, nous, on dit ici, ici chacun est reconnu, et aimez-vous comme vous voulez. Exactement. Et alors, donc, on a vu ton parcours, on a vu donc ton militantisme et surtout en étant concerné par rapport à la séropositivité. Là, le bal de l'amour. Et il y a aussi l'association, la DMD, que j'ai Ouais, connue grâce à ton mari, ouais, Christophe. Christophe. Et j'ai adhéré à l'association tout de suite parce que donc, avis très personnel, mon avis là-dessus, c'est que on a besoin de tant de lois en France pour des situations hypocrites Hmm. où, pour moi, voilà, il y a des situations qui se passent comme ça, c'est pas dit, voilà, on a tous eu un proche ou qu'on a aidé à un moment donné. Et je me suis dit, ah bah ouais, putain, donc cette loi, elle n'existe pas, il faut y aller. Hmm. Donc j'ai adhéré tout de suite et on a pris rendez-vous avant même donc qu'il y ait eu une réponse récente. Hmm. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, l'association pour le droit de mourir dans la dignité, c'est une association qui, depuis les années 80, donc bien avant que tu sois né, Ah oui, je savais pas. milite pour qu'on ait une loi de liberté qui Oui. permette d'abord que tout le monde puisse accéder aux soins palliatifs, ce qui est toujours Mhm. pas le cas en 2025, puisqu'il y a 21 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs, ce qui est quand même un peu fou de tous ceux-là qui nous ont dit que la seule solution c'était les soins palliatifs, mais qui n'ont rien fait pendant 20 ans, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis l'argent qu'il fallait pour ça. Et puis de l'autre côté, parce qu'on sait que les soins palliatifs, ça résout pas toutes les situations, et qu'il y a des gens qui ont des telles douleurs, de telles souffrances qu'on ne peut pas soulager, qu'on doit pouvoir leur permettre d'éteindre la lumière et à un moment de pouvoir dire stop. Et ce combat qui devrait être naturel, parce que c'est une loi pour donner un droit à quelqu'un. Comme on a donné le droit au mariage
aux personnes LGBT, ça n'enlevait rien aux hétéros. Là, c'est donner un droit qui n'est pas une obligation. C'est donc le droit de pouvoir, quand vos souffrances sont insupportables, dire stop et de partir avec une euthanasie, un suicide assisté. Et ça fait des décennies qu'on se bat, et à la DMD, et Christophe a été un des militants aussi importants, puisqu'il a été le secrétaire général, c'est lui qui a créé les jeunes ADMD, qui a créé l'ADMD Tour, qui fête ses 10 ans d'ailleurs cet été. Hein. Eh bien, il fallait que cette idée d'évidence, elle soit enfin votée. Et donc, on a une loi qui a enfin été votée, qui permet l'aide à mourir, mais dans des conditions qui sont quand même, il faut être très honnête, très restrictives. On sera le pays d'Europe qui aura les conditions les plus dures, mais on passe de ce qu'on appelait le laisser mourir de Monsieur Leonetti à enfin un geste plus actif, même s'il est tellement encadré qu'il va être compliqué, et que je crains qu'il y a encore des gens qui soient obligés de partir à l'étranger. En tout cas, on a voté ça en première lecture, mais tout ça n'est pas fini. Le combat Il faut maintenant que ce soit voté au Sénat, ça va mettre beaucoup de temps. Est-ce que tu peux amener un élément de réponse, parce que en tant que métis, insulaire, gay et tout, dès qu'il y a des paroles de ce qu'on appelle des minorités, hein, c'est pas un gros mot, je m'y intéresse quand même, et je me dis, s'il y a quelqu'un qui se sent concerné ou pas concerné, il faut quand même écouter, voir. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un manque d'information, ou une incompréhension de ce qui est proposé sur cette loi. J'ai entendu que voilà, il y a par exemple les handicapés qui sont peut-être réticents à cette loi. Est-ce que c'est une incompréhension? Est-ce qu'il y a vraiment pour moi, ça inclut tout le monde, ce que tu proposes. Qu'est-ce qui fait que ça ne se rejoint pas? Alors bon, quand même, globalement, dans tous les sondages, 9 Français sur 10, ils sont favorables. Oui. Là, les sondages sont clairs. Un sondage, une fois de temps en temps, on pourrait se dire, là, par exemple, l'IFOP, ça fait 20 ans qu'ils posent la même question, et 20 ans que 9 Français sur 10 disent qu'ils souhaiteraient avoir cette loi. Ils disent pas qu'ils veulent être euthanasiés, ils disent qu'ils veulent avoir cette possibilité. Mais c'est vrai qu'on a essayé de faire peur. Tu parlais des personnes en situation de handicap et d'autres, mais jamais personne ne sera contraint à demander une euthanasie s'il ne le souhaite pas. Et puis, c'est évidemment dans des conditions qui sont extrêmement restrictives. Mais je crois qu'on a d'un côté deux lobbies qui ont été très très puissants. Je pense au lobby des grands médecins, de la Société française des soins palliatifs, qui sont dans une espèce de toute puissance et qui imaginent qu'il n'y a que leur avis qui est le bon. Moi, je respecte un médecin qui ne souhaite pas accompagner quelqu'un dans une euthanasie, même si pour moi, j'estime que c'est un soin ultime. Je l'entends, et il a une clause de conscience pour ça. Mais je ne comprends pas que ces médecins nous disent non, non, la société ne doit pas faire ça. C'est franchement qu'ils s'occupent d'eux-mêmes. Eux sont respectés, qu'ils respectent la liberté de conscience des autres. Vraiment. Et puis d'un autre côté, l'autre, c'est les religions, avec des choses totalement hystériques. On a quand même eu un curé qui, il y a quelques semaines, le curé de Blois, a annoncé qu'il allait excommunier tous les adhérents de la DMD. Et qui disait en plus dans le même temps, quand on lui disait, mais qu'est-ce que vous dites aux curés pédocriminels? Mais est-ce que vous allez les excommunier? Non, lui, il va pas les excommunier. Ils ont droit je sais pas, au pardon, etc. Et un adhérent de la DMD, on va l'excommunier. Non, vous voyez. Donc les religions, enfin les responsables religieux, sont aujourd'hui dans une hystérie qui est absolument scandaleuse, et qui d'ailleurs ne correspond pas du tout non plus à ce que pensent les croyants, parce que par exemple pour les catholiques, plusieurs sondages qui ont été faits, notamment la Croix l'a fait, ce qui était très honnête de sa part. Enfin, on l'a commandé, parce que c'est l'IFOP qui l'a fait, et on nous dit que 90% des catholiques non pratiquants y sont favorables, et que c'est 72 ou 73% des pratiquants, c'est-à-dire presque, 3 pratiquants sur 4 sont favorables à l'euthanasie. Donc, on voit bien que aujourd'hui, il y a un décalage, mais malheureusement, ces deux lobbies, on les entend. C'est moi, je vois quand je fais des débats à la télé, etc. Je suis toujours confronté à un religieux, souvent, et puis à un médecin qui est opposé. On se dit, mais d'ailleurs, pourquoi on leur donne autant la parole? Enfin, c'est totalement disproportionné. C'est toujours ça le gros problème. C'est toujours donner la parole à des gens qui sont pas forcément concernés. C'est toujours totalement disproportionné, et j'estime que les religieux ont le droit de participer au débat, mais pas avoir cette part prédominante qu'ils essayent d'avoir, et de tenir des propos qui sont
totalement honteux parce que quand on parle de tuer, de donner la mort, les gens qui sont très malades, ils demandent pas d'être tués, ils Non, demandent d'avoir un geste d'amour qui fasse libéré, qu'on arrête, vraiment. qu'on les, parce que est-ce que c'est si humain ça? Est-ce que c'est vraiment de la charité chrétienne que de laisser quelqu'un mourir dans la souffrance, hurler de douleur? Est-ce que ça, c'est si, comment dire, bienveillant? Non. Donc je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter, qu'on arrête de nous dire Dieu a donné la vie, il reprend la vie, parce qu'en plus on sait que plein de fois les gens ils tiennent pourquoi? Parce que il y a des machines aussi qui les font vivre, ces machines, qui c'est Mmh. qui les a créées? C'est les hommes. Donc il y a un moment, il faut sortir de cette idéologie et écouter les Français. Cette loi, elle n'imposera rien à personne. Elle met des garanties pour que, évidemment, il n'y ait pas un héritier qui veuille tuer la grand-mère parce qu'elle a un peu d'argent. Évidemment, tout le monde est Ouais. évidemment contre ça. C'est pas pour faire des économies non plus à l'État. Les personnes qui veulent vivre le plus longtemps possible, elles doivent être respectées. D'ailleurs, cette loi, elle les respecte puisque la première des conditions, c'est ta volonté, c'est la volonté de la personne. Donc cette loi aujourd'hui, pour moi, elle est évidente et pourtant ça fait des décennies que je me bats, mais j'arrive toujours pas à comprendre cette haine et voilà, ces arguments totalement fallacieux qui sont en plus toujours les mêmes arguments et surtout on est quand même le pays des droits humains, le pays de la révolution, le pays des Lumières et on se rend compte que sur toutes les questions de société, bah, sur l'avortement, on a loin d'avoir été les premiers. Sur le droit de vote des femmes, on est loin d'avoir été les premiers. Sur le mariage pour tous, n'en Toujours parlons un temps de pas. retard. Et encore une fois, sur l'euthanasie, tous les pays qui nous entourent, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Suisse, Espagne, Portugal, et d'une certaine manière l'Italie, qui a dans certains États le suicide assisté, il y a un moment, on se dit, mais où est la France des Lumières? Ouais, puis, enfin, en tout cas, merci d'avoir répondu de façon claire. Je pense que on peut pas être plus clair sur, ta parole là-dessus. Et je crois que c'est toujours le même problème quand il y a des divisions et tout ça. Chacun a besoin d'être rassuré. Chacun a besoin mais laisse la peur parler plutôt que de dire, la colère plutôt, s'exprimer plutôt que de dire, j'ai peur, je comprends pas, euh, éclaire-moi. Et là, j'espère que ça peut être le cas avec cette émission et ta parole. Écoute, je pense que sur la question, il y a encore beaucoup à dire. Les prochains rendez-vous de la DMD, c'est quoi? Bah, le prochain rendez-vous, ça va être la discussion au Sénat. Donc, on Oui. a quand même beaucoup de craintes parce que le Sénat n'est pas d'une grande On a une ouverture date? d'esprit sur la question. Ça à l'automne, D'accord. certainement octobre. Donc, on attend ça évidemment avec impatience. C'est pour ça, moi, je dis aux gens, soyez mobilisés, écrivez à vos sénateurs. Vous savez, les sénateurs, ils nous ont surpris quand ils ont voté quand même la constitutionnalisation de l'IVG sous Mhm. la pression de leurs femmes et de leurs filles. Bon, on espère qu'ils vont quand même un peu comprendre, surtout que certains sont pas toujours très jeunes au Sénat. Donc la mort, ils doivent quand même un peu y penser et se dire que, bah, franchement, ceux qui veulent mourir dans la souffrance, ils ont le droit. C'est vrai que pendant longtemps, l'Église disait que les femmes devaient accoucher dans la douleur et que la souffrance était rédemptrice. Ceux qui croient ça, ils soient respectés, mais qui pensent quand même à l'immense majorité des gens qui n'ont pas du tout envie de mourir dans la souffrance. Donc j'espère que cette étape, bah, elle va bien se passer, que les sénateurs vont revenir à la raison et voter en tout cas l'aide active à mourir. Bon, c'est super. Écoute, j'ai envie de parler aussi de voilà, l'affection que j'ai pour toi par le biais de Christophe et de cette spontanéité que tu as toujours déjà d'accepter qu'on soit là, l'invitation sans problème pour le bal de l'amour et j'ai l'impression que toi, ça fait partie aussi de ta personnalité, d'être dans la découverte de l'autre, l'accueil. Tu dis oui. Tu dis oui souvent. Pas pour tout quand même. mais, mais non, mais moi je suis quelqu'un qui essaye d'être ouvert. Je viens d'un milieu très modeste, début de vie où j'avais pas forcément tout ce que je voulais, mais j'ai eu quand même bon un père qui est mort quand j'étais très jeune, mais une mère aimante qui a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait avec le peu de moyens qu'elle avait. Elle m'a permis de faire des études, etc., qui étaient des choses inimaginables dans le milieu d'où je venais. Donc moi j'essaye d'être extrêmement positif. La vie a pas été simple. Avoir le VIH jeune, c'était quand même un peu terrible au moment où on avait enfin cette liberté,
où on sentait que la société évoluait considérablement, les drames que j'ai pu vivre, la mort de Christophe, etc. Mais en même temps, c'est d'essayer peut-être de positiver chaque chose, de vivre chaque moment. Moi, je suis très attaché à la Thaïlande et au bouddhisme d'une certaine manière, et en fait, j'en ai fait ma philosophie, c'est-à-dire le moment présent. Et le moment présent, c'est d'accueillir tout ce qu'il y a, toutes les personnes, vous accueillir tous les deux aujourd'hui. Bah, c'est un plaisir. Voilà. En plus, j'ai eu la chance de devoir jouer grâce à Christophe. Hein. Et je me souviens une fois où on était allé après avec toi dîner après une de tes performances. Je pense que voilà, c'est la vie, c'est quand même ça, hein, parce que quand on parle du bonheur, le bonheur, c'est en vrai, ça existe pas vraiment en soi. C'est les moments qu'on a, et la vie, c'est en bas, en haut, en bas, en haut. Et ben, il faut essayer de profiter à chaque fois qu'on est en haut pour qu'on puisse supporter les bas qui sont le quotidien de chacun, parce que certains se disent toujours, ah, toi, t'as eu de la chance, t'as une belle vie, t'as ci, t'as ça. Moi, je crois que malheureusement, on vit tous les mêmes vies, on a tous des drames pas drôles du tout, et on a tous aussi des beaux moments de bonheur. Et puis, si on les a pas, moi, tu sais, j'ai quelque chose qui s'est ces 7 dernières années, parce que ça fait 7 ans que Christophe est mort, m'a beaucoup aidé, mais vraiment beaucoup, beaucoup. C'est quand peu de temps après la mort de Christophe, j'ai eu une manifestation dans le 12e arrondissement où je suis élu, une dame est venue me voir, une très vieille dame, et elle m'a dit, comment vous allez. C'était peut-être un mois après la mort de Christophe, donc on peut pas dire que ça allait bien. Et je lui dis, bah vous imaginez. Et elle m'a dit une chose qui au-delà de la philosophie que j'avais du moment présent, que la maladie m'avait amené, etc. Et elle m'a dit, mais vous savez, vous avez de la chance, vous avez connu l'amour, moi jamais. Dans un deuil insupportable, dans une vie qui avait déjà été longue, où j'avais supporté beaucoup de choses, mais où ce moment-là a été extrêmement fort, parce que je me suis dit, mais au final, j'ai quand même eu beaucoup de chance. Moi, j'ai eu 2 grands amours, d'autres aussi, bien sûr, qui ont été peut-être moins importants, mais qui m'ont aussi aidé à me construire. Et je me dis que c'est une chance que peut-être tout le monde n'a pas quand même, cette chance de vraiment aimer follement, d'être aimé, de vivre des partages absolus, de vivre des moments fous. Et je me dis que, bah, ma foi, tout ça valait quand même, tout ça valait la peine, et que en plus, on se rend compte quand on vieillit, parce que voilà, moi je pensais pas connaître mes 30 ans, et puis après je me disais, oh là là, à chaque dizaine on se dit c'est horrible, 30, 40, 50, 60, etc., ça va être horrible. Et on se rend compte qu'à chaque dizaine, bah, il y a quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas avant, et qu'au final, chaque période de la vie a quelque chose de spécial. Et moi qui n'avais aucun espoir de vivre, bah, au final, c'est quand même une chance d'avoir vécu toutes ces années, et que même les décès, les choses, en fait, vous vous rendez compte, ma mère, moi, est morte pendant la Covid et tout, que toutes ces personnes que vous avez aimées, elles sont vraiment en vous. Et ça, il suffit d'y réfléchir un peu pour les ressentir, et que cette force, elle est là en vous, et que tout cet amour que vous avez eu, il n'est pas perdu parce que les personnes que vous aimez sont parties ailleurs. Elles sont toujours là, et donc bah, il faut aussi se contenter de tout ça, et pas forcément être dans une plainte permanente, parce que sinon bah, on s'en sort pas. Voilà, donc en plus moi j'ai cette chance d'être résilient, et cette résilience fait que bah, j'arrive à profiter de la vie. Ouh, ça m'a... Tu me connais. Même moi. Et écoute, ça me donne envie de rebondir sur une question. On a une tradition, un rituel qui s'appelle la question coquine. Ça sera pas coquin, mais à mon âge. On a tout vu. J'ai envie de rebondir sur voilà cet amour dont tu parles, et pour toi la plus grosse tendresse, ça serait quoi? La plus grosse tendresse? Oui, dont tu peux faire preuve, ou que tu aimes recevoir. La plus belle marque de tendresse pour toi. Enfin, moi, je pense que l'une des plus belles choses, c'est évidemment faire l'amour, c'est quelque chose de formidable, et surtout avec une personne qui t'attire vraiment beaucoup, c'est des moments forts. Mais je pense que ce qui est le plus fort, c'est la nuit que tu peux passer avec la personne. Et je pense que pour moi, les meilleurs moments de ma vie sont souvent ces moments de tendresse, que quand les corps se mélangent la nuit, sans la
sans le sexe là, Ouais, mais ouais. se toucher, s'embrasser, s'attraper la main pendant la nuit. Je Mmh. pense que c'est ça les plus beaux moments de Ah tendresse là dans une là. vie. Eh ben merci. Tu en auras une, toi? Non. C'était parfait. On reste sur cette note. Merci Ben, merci à beaucoup. vous deux, c'était un Merci. plaisir. Salut Mareuse est désormais disponible en podcast.